Voilà, nous revenons en plateau pour le grand angle de l'émission avec, pour illustrer ce grand angle, nous avons le plaisir d'avoir Stéphane Juffa, pardon, et qui est le fondateur de Metula News Agency, la MENA. Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs de Toulouse. Oui, je suis le rédacteur en chef de la MENA. Et rédacteur en chef de la MENA. Alors, avec vous, je voudrais revenir un peu sur cette situation dans le nord d'Israël, avec cette découverte de tunnels. On est un peu surpris de voir qu'Israël a attendu tant de temps pour, en tout cas, détruire ces tunnels, alors qu'on sait qu'on a vu plusieurs reportages sur les chaînes télévisées israéliennes qui nous expliquent, qui montraient des habitants de la frontière avec le Liban, qui disaient qu'ils entendaient des drôles de bruits et que. Alors, est-ce que Israël a attendu le moment très précis justement pour commencer à détruire ces tunnels? Oui, c'est assez facile à expliquer en fait. Les tunnels, il y en a deux qui sont en face de la rédaction. Donc pendant que je m'entretiens avec vous, avec les auditeurs, je les vois. Je vois les sites de travaux où on est en train d'annihiler ces tunnels et les boyaux qui y mènent. L'explication, en fait, elle est très simple. Les soldats, depuis le début de cette opération Bouclier du Nord, n'ont pas vraiment cherché les emplacements des tunnels. Ils savent où ils sont. Ils savent où ils sont parce que ça donne suite à des mois, même à des années de recherche, de suivi, de travail, de renseignement. Donc, ils sont allés pratiquement directement sur les sites de ces tunnels. Et là, ils ont creusé un petit peu avec de longues mèches, un peu comme des mèches de perceuse, mais qui font 6 mètres de long. Et ils ont trouvé les tunnels presque tout de suite. Alors, la réflexion, elle est assez simple. C'est que on a été renseigné d'une manière ou d'une autre. On a reçu de la part du Hezbollah, de quelqu'un dans le Hezbollah, d'un transfuge ou de quelqu'un qu'on a payé, et on a reçu une carte avec les emplacements spécifiques de ces tunnels. Et ces tunnels, le Hezbollah a mis des années à les construire. Tout à Donc fait. si on était intervenu... Oui, je vous en prie. Non, j'ai dit tout à fait. C'est ce que je disais en préambule. On a déjà, ça fait 3, 4, 5 ans qu'il y a des reportages qui montrent qu'il y a des travaux souterrains. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que si on était intervenu une fois que le premier ou le deuxième tunnel uniquement avait été construit, eh bien, le Hezbollah aurait su que nous connaissions leurs emplacements, donc les emplacements de tous les tunnels, et ils auraient arrêté de les creuser, les auraient creusés ailleurs, et nous n'avions pas de renseignements quant à l'emplacement des autres tunnels. Donc, la logique et l'intelligence voulaient qu'on les laisse, bien sûr en les observant, mais qu'on les laisse creuser tous ces tunnels. Et une fois qu'ils étaient tous là, eh bien, c'était le moment opportun, avec les moyens nécessaires. Je parle des moyens techniques, mais je parle aussi des moyens militaires. Ici, je suis à Metula, la rédaction elle est à 400 mètres de la frontière libanaise. C'est une ville chiite, donc du Hezbollah de l'autre côté. Donc il a fallu sécuriser au maximum toute la région de la frontière, qui fait à peu près 90 kilomètres de long. Donc il a fallu mobiliser ses forces sur terre, également dans les airs. Là, il y a quelques minutes avant que vous ne m'appeliez, eh bien, on a eu de nouveau des survols de chasseurs bombardiers en dessus de Metula. Alors, on sait très bien que ces tunnels étaient des tunnels offensifs et des tunnels qui étaient là pour justement, en cas de guerre avec Israël, le Hezbollah était prêt à rentrer en Israël pour capturer, comme le dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, capturer la Galilée. Donc il s'agissait quand même d'un événement de grande amplitude et qui mettait en danger tout le nord d'Israël, et on ne sait pas après toute la suite. On se rend compte quand même devant cet événement où le Hezbollah a beaucoup investi avec son ami iranien un peu plus au nord. Comment se fait-il que les Iraniens les Iraniens comme le Hezbollah, vous voyez, je fais un lapsus à force de le dire. Comment c'est le Hezbollah
réagit-il ce bouclier du Nord depuis quelques semaines, depuis 2, 3 semaines, avec la destruction de ces tunnels? Il n'y a pas de réaction, c'est calme. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout Oui, ça? oui, c'est assez simple. Il est irrité, il a perdu beaucoup Ah d'argent, oui, il a perdu, il a perdu l'une de ses options offensives, l'une de ses seules options offensives, parce qu'il n'a pas d'aviation, il n'a pas de char, il n'a pas d'artillerie. Donc, ce que le Hezbollah détenait, c'était ces tunnels pour porter des actions en Israël, mais bouclier du Nord est une opération à caractère principalement défensif. C'est-à-dire que nous travaillons sur l'aboutissement de ces tunnels en territoire israélien. L'agresseur, c'est le Hezbollah, ce n'est pas nous. tout à Donc, fait. on est en train de traiter les tunnels dans leur section israélienne et ils n'ont pas grand-chose à faire. Non seulement ils n'ont pas grand-chose à faire, mais au niveau de la confrontation, du rapport de force, ils ne peuvent pas non plus soutenir la comparaison avec Tsahal. Et puis juste un petit détail, c'est surtout Hassan Nasrallah, le Sayed, c'est-à-dire le chef du Hezbollah, qui parlait d'envahir la Galilée parce que de notre côté personne n'y croit. Faut pas non plus exagérer l'importance de ces tunnels parce que Ah bah vous ne pouvez pas faire c'est le Premier passer. ministre israélien qui parlait de kidnapper la Galilée, avec des points, des guillemets, bien entendu. Oui, mais il citait justement Hassan Nasrallah avec un peu d'humour. Ce Oui, que oui, tout à fait, tout à fait. Il utilise le mot kidnapper, on voit bien que c'est Mais bon, mais c'était quand même, c'était l'idée pour le Hezbollah, c'est avec ces tunnels, comme peuvent le faire le Hamas, de rentrer cette unité Redouane qui a beaucoup travaillé en Syrie et qui s'est aguerrie de combat pour justement gagner du temps par rapport à une aviation israélienne, puisqu'on est au-dessus sous la terre. C'était pas Oui, rien alors quand même. très clairement, on peut pas faire passer ni 10 000, ni 1 000, ni 500, ni même plus de 10, 20 combattants par ces tunnels. Il y en a un qui est très grand, je peux pas donner beaucoup de détails parce que Oui, oui. on est contrôlé par la Tout à fait, bien sûr, censure, normal. mais il y en a un qui est pas loin de l'endroit depuis lequel je vous parle, dans lequel on aurait pu faire passer une voiture qui était très large. Mais les autres, ce sont des tunnels qui font 2 mètres de largeur. Et l'idée, c'était plutôt de faire passer 5 combattants, d'arriver par exemple au centre de Metula, de mettre le drapeau de Hezbollah sur la mairie ou sur une autre maison, de tenir pendant 1 heure pour bien montrer que le Hezbollah est présent et que par des actions de guérilla, mais uniquement de guérilla, il peut faire des mauvais coups en Israël. Maintenant, la question qui se pose pour eux, qui s'est posée et qui se pose encore, c'est-à-dire qu'il est évident que face à des actions de ce genre, la riposte israélienne serait terrible. Et si le Hezbollah dispose de plusieurs dizaines de milliers de roquettes, des roquettes, je le dis pour les auditeurs, qui sont des fusées, mais pas intelligentes, sans moyen de guidage. Donc, ce sont des armes terroristes par excellence qu'on dirige géographiquement vers une région. Et puis, il faut énormément de malchance pour nous, pour que ça tombe sur des gens, encore moins sur des soldats. Eh bien, en dépit de ces moyens, bien, Israël est tout à fait capable de se mesurer au Hezbollah. Israël est un pays qui peut mobiliser en cas de nécessité jusqu'à 1 million de soldats, 4 000 chars, 1 000 avions de combat. Et surtout, nous avons un système de renseignement qui est tout à fait au point. Donc, il y a eu pas mal de confrontations entre Israël et le Hezbollah ces dernières années. La plus importante parmi les dernières a eu lieu en 2006. Mais le sentiment qui prévaut dans la région, c'est que s'il devait y avoir une nouvelle provocation et de nouvelles attaques du Hezbollah, eh bien, ce serait une guerre qui serait beaucoup plus violente que les précédentes, à une échelle beaucoup plus grande, et probablement qu'une telle guerre, même si on aurait à compter des victimes côté israélien, je dirais de l'ordre de quelques dizaines ou de quelques centaines, eh bien, un tel conflit, une telle confrontation se solderait
par la disparition du Hezbollah. Cette fois, ça a l'air tout à fait clair parmi les spécialistes en stratégie. Une nouvelle attaque du Hezbollah, c'est une guerre totale. Et à la fin, je dirais au bout d'un mois peut-être de combat, on assisterait à la disparition du Hezbollah. Alors justement, Frédéric Ancel disait que le rapport de force doit être toujours écrasant pour Israël par rapport à ses ennemis, notamment l'Iran, et par conséquent tous ces dérivés chiites terroristes, comme le Hezbollah ou bien quelques mouvements, unités terroristes chiites en Syrie. Est-ce que on peut penser aujourd'hui qu'Israël a toujours la main, bien entendu vous venez de le décrire, mais est-ce que Israël est toujours vraiment au-dessus par rapport à l'Iran qui développe quand même des missiles balistiques, qui développe des missiles intelligents, comme vous expliquez tout à l'heure, et ça c'est très important, et ce transfert de technologie n'est pas un peu risqué? Oui, évidemment, quand on a des ennemis, eh bien, il y a des risques. Mais si on compare cela à la situation qui existait avant la guerre civile en Syrie, où il y avait 1 million de soldats mobilisés en permanence contre un seul ennemi qui était nous, ou à ce qui se passait avant la paix avec l'Égypte, où il y avait presque 2 millions de soldats qui passaient l'entièreté de leur carrière professionnelle à se préparer à une guerre avec Israël, eh bien, la situation est nettement meilleure aujourd'hui face à l'Iran. Alors, l'Iran a certes des moyens, mais nous aussi, en ce qui concerne les missiles balistiques, d'abord, ils sont encore assez imprécis, les leurs. Ensuite, la semaine dernière, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que l'Iran a testé également des missiles balistiques à moyenne portée qui peuvent toucher n'importe quelle portion du territoire européen, y compris Toulouse, avec la même précision. C'est la vérité. Mais si, mais nous le savons. Ah oui, je sais bien. Non, nous le savons, mais, donc, c'est d'autant plus grave que ce que vous le dites sur un ton peu une dérision. Mais vous avez entièrement raison de dire ça, parce que ce traité de 2015 que les Américains ont quitté, c'est un traité lamentable et désastreux pour justement la paix dans ce monde, et justement parce que on n'avait pas traité les missiles balistiques de façon très précise. Alors les missiles balistiques, pour le moment, ils ne peuvent pas embarquer des bombes atomiques puisque l'Iran n'a pas la bombe atomique. Oui, pour le moment. Mais l'Iran possède en revanche un arsenal non conventionnel fait d'armes chimiques et bactériologiques. Et ça c'est très inquiétant. Mais ce qui est plus inquiétant pour l'Europe, c'est qu'ici, on a une arme défensive qui s'appelle le Khet, la flèche, et qui est un missile qui fonctionne en dehors de l'atmosphère, donc dans l'espace, et qui est totalement capable d'intercepter des engins balistiques qui seraient lancés par l'Iran. Et bien évidemment que nous aussi avons nos moyens non conventionnels, et il est évident qu'en cas d'attaque iranienne, les ayatollahs qui prendraient la décision de s'attaquer avec des missiles balistiques à Israël s'exposeraient à une riposte extraordinaire. Et en plus de pouvoir tirer des missiles de ce genre à partir d'Israël, nous possédons aujourd'hui une famille de sous-marins qui sont tout à fait capables, d'après des sources étrangères, parce que je n'ai pas le droit d'en parler sinon, qui se trouvent à proximité de l'Iran très probablement, et qui sont capables, eux, de tirer des missiles avec une très très grande précision et de manière très proche de toutes les cibles désignées en Iran. Alors, l'autre considération, c'est qu'il ne faut pas confondre la problématique militaire avec l'Iran avec celle qui nous oppose au Hezbollah, parce que le Hezbollah est un mouvement de guérilla. Vous pensez qu'on peut faire le distinguo vraiment, ou bien parce que quand même on sait très bien qu'il y a on voit bien que l'Iran a perdu un peu
pied un petit peu en Syrie avec les différentes attaques israéliennes sur les différents points stratégiques iraniens en Syrie et que les Iraniens n'ont plus la faveur qu'ils avaient peut-être à un moment donné avec la Russie. Donc on voit bien que est-ce qu'il va pas avoir ce transfert un petit peu? On se rend compte que depuis que les Iraniens, on les entend pas trop, on les entend presque plus en Syrie. On a l'impression que il se passe des choses maintenant avec le Hezbollah. Donc on n'a pas cette corrélation en tout cas. Alors, la corrélation, elle existe, mais pas dans ce Pas dans ce sens. sens. Là, j'envisage la question militaire. C'est-à-dire que d'une part, l'Iran, c'est une armée régulière. Quand vous avez la technologie adaptée, comme c'est notre cas, nous sommes capables de bombarder des chars, des missiles, des casernes, des bases iraniennes en Syrie. Et ça, nous le faisons chaque semaine. On parle d'un certain nombre de ces actions, mais je vous assure qu'il y en a d'autres dont on ne parle pas. Le chef d'état-major avait évoqué des centaines de raids que nous avions faits durant cette dernière année contre des positions iraniennes en Syrie. Si vous voulez, le Hezbollah est une arme au service de l'armée régulière Voilà. iranienne, et cette arme, c'est l'arme de la guérilla. C'est-à-dire que c'est totalement différent du point de vue stratégique, tactique et militaire. Dans les confrontations entre des armées régulières comme Tsahal et les mouvements de guérilla, dans l'histoire, il n'est jamais encore arrivé qu'une armée régulière puisse battre complètement une guérilla. Et nous espérons bien être les premiers à y parvenir. Et en tout cas, on développe tous les moyens nécessaires pour parvenir à cette fin. Mais c'est très compliqué. Nous avons nous-mêmes traversé 3 de ces guerres contre cette organisation de guérilla. Et contrairement à une armée régulière, elle n'a pas de base fixe, elle n'a pas de caserne, elle n'a pas de blindés, elle n'a pas tous ces gros éléments, tous ces gros moyens qu'il est facile de distinguer à partir des satellites ou à partir des drones et d'éliminer par la suite. Non, ce sont des individus qui vont sortir d'une maison, qui vont poser un trépied de Katyusha, tirer un ou plusieurs Katyusha sur Kiryat Shmona. Maintenant, ils peuvent pratiquement toucher l'ensemble d'Israël. Ils ont des grosses fusées pas intelligentes, mais de ce type. Et puis tout de suite, ça peut être un agriculteur chiite du sud Liban, il va rentrer le trépied dans la maison et c'est pratiquement impossible de le localiser. Il faut en tout cas agir très très vite et développer des moyens pour les localiser. Je vous donne juste un petit échantillon de la difficulté de combattre une guérilla pour une armée. Nous l'avions bien compris, combien c'est difficile de gérer ce genre de problème, mais Israël arrive à contenir quand même ces éléments. Juste une précision pour se terminer ce dossier libanais, Hezbollah, Iran. Donc ce bouclier du Nord, en tout cas, les Israéliens ont demandé aux États-Unis pas de condamner, mais de mettre en garde le Liban par rapport à ces événements, qu'il laissait faire un peu cette violation, en tout cas, de la résolution 1701 des Nations Unies. Et donc, ça a été refusé par les États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut lire quelque chose en filigrane? Oui, alors d'après ces informations, Israël aurait carrément demandé de sanctionner l'État libanais. Alors, ce qui est en filigrane, c'est que le Hezbollah représente à peu près 35% de la population libanaise. C'est même pas la plus grande communauté du Liban. La plus grande communauté du Liban, c'est les sunnites. Il y a aussi les chrétiens, il y a aussi les druzes et d'autres communautés. Et il est évident que, par exemple, les communautés chrétiennes et sunnites sont les plus grands ennemis du Hezbollah, bien plus qu'Israël encore. Et l'idée de l'Amérique, c'est d'épargner ces communautés et de donner la possibilité au général Michel Aoun, une personne que je connais très bien parce que j'ai même été officiellement son conseiller pendant quelques années, pendant son exil en Europe, eh bien, de ne pas mettre le Hezbollah et les autres composants de la société et de la politique libanaise dans le même panier pour espérer pouvoir construire plus tard, au moment où le Hezbollah aura été
affaibli ou aura été neutralisé pour reconstruire des relations avec ces gens qui, tout compte fait, espèrent une vie comme la vôtre à Toulouse ou la nôtre à Metula. Alors, on va déplacer un petit peu, on va se déplacer vers la Cisjordanie et parler du dossier israélo-palestinien. Le dernier attentat, l'avant-dernier, puisqu'il y a eu une attaque au couteau, je crois, cet après-midi, il y a 2 ou 3 jours. Il y a eu une attaque à Ofra et qui a été revendiquée par le Fatah, par la branche armée du Fatah. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il y a une reprise de l'activité terroriste de la part de Mahmoud Abbas vis-à-vis d'Israël, ou bien c'est juste une réponse par rapport à l'autre attentat qui était revendiqué par le Hamas? Alors malheureusement, je dois vous contredire. C'est fait pour ça, hein. Nous n'avons pas toutes les informations ici. C'est pour ça qu'on vous invite, monsieur. Il faut lire les dépêches de la MENA parce qu'il y en a une qui est sortie déjà ce matin. Et il y a des centaines de milliers de personnes en France qui lisent les dépêches. En moyenne, il y a plus de 200 000 lecteurs pour chaque article de notre agence. Donc c'est quand ça prend quand même une certaine place. Ce matin, à côté de Ramallah, à peu près 13 kilomètres de Jérusalem, dans un lieu dit Givat Asaf, qui signifie la colline d'Asaf, bien malheureusement, des terroristes sont descendus d'une voiture avec non pas des armes blanches, mais des armes automatiques, et ils ont tiré sur des gens, des militaires et des civils, et ils ont tué 2 personnes, 2 soldats, et blessé grièvement 2 autres, et un qui est dans un état très critique, et il a reçu une balle dans la tête, et son diagnostic vital est engagé. Donc on en est là. Puis dimanche dernier, il y a eu ce terrible attentat à Ofra, en Cisjordanie, pas loin d'ailleurs de Givat Asaf, où une femme enceinte a perdu son bébé et elle lutte encore pour la vie. Donc il y a beaucoup de ces actes. Ces actes viennent surtout du Hamas et dans une moindre mesure du djihad islamique. Maintenant, l'autorité palestinienne joue un double jeu. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que les forces, la police de l'autorité palestinienne coopèrent entièrement avec nous. Par exemple, nous avons neutralisé les auteurs de ces attentats terroristes en plein territoire de l'autorité palestinienne, nommément l'un d'eux qui s'appelle Barghouti à Ramallah. Oui. Voilà, et sans l'aide, sans la coopération des forces de l'autorité palestinienne, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de peine à y parvenir. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a un autre aspect, donc c'est pas nos amis. Il n'y a pas de discussion politique avec l'autorité palestinienne. Ça fait plusieurs années maintenant que messieurs Abbas et Netanyahou ne s'adressent plus la parole et les gouvernements non plus. Il y a des éléments isolés du Fatah qui sont armés et qui simplement pour briller, pour devenir des martyrs, attaquent des gens en Israël, mais ils sont pas constitués en cellules de combat comme le Hamas. C'est plus des individus isolés, des loups comme vous avez eu Mohamed Merah à Toulouse. Ça, c'est plutôt le mode opératoire du Fatah. Tandis que le Hamas, même en Cisjordanie, est organisé en cellules et est armé. Ils ont même des ateliers pour confectionner des armes. Et c'est notre plus gros problème. Et justement, ces 2 dernières semaines, il y a une grande recrudescence de ces actes d'attaque. Donc il y a ces fusillades, il y a les attaques au couteau de la part d'individus qui n'ont pas accès à des armes de poing ou des armes automatiques. Et puis il y a également ce que vous appelez les voitures béliers, ce que nous on appelle les voitures écraseuses, d'un ou plusieurs habitants de la Palestine, de la Cisjordanie, ils font sur un groupe de personnes, des soldats ou autres, et c'est vraiment très difficile de se prémunir contre ce genre d'initiative. Toujours et dans tous les cas de violence, celui qui prend l'initiative a un avantage face
à celui qui est surpris et c'est bien naturel. Mais Stéphane Juffa, l'attaque à Ofra a été bien revendiquée par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui sont la branche armée du Fatah. Vous confirmez quand même? Oui, je dis pas qu'elle et c'était ça n'existe pas, ma question, c'était ça. Dans la mesure où une branche armée du Fatah, qui est quand même dont est issu Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, avec l'OLP, c'est quand même un élément nouveau. Depuis ces derniers, non, c'est par pas rapport. c'est pas un élément nouveau, c'est un élément qui a amoindri les brigades Al-Aqsa. Aujourd'hui, elles sont largement démantelées. C'est quelques dizaines d'individus. Je dis pas qu'ils sont pas dangereux. Non, ma Ils question. sont très Donc, dangereux. si je vous entends bien, vous nous dites que c'est un épiphénomène et qu'il ne faut pas trop disserter sur cet événement et qu'on a quand même toujours l'événement sécuritaire, enfin les propositions sécuritaires entre Israël et l'autorité palestinienne et que finalement, ça, c'est quelques éléments qui se revendiquent des brigades d'Al-Aqsa et qui seraient à l'origine de cet attentat. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer? Pas tout à fait, parce que le Hamas a également revendiqué le même attentat et Ofra? le djihad islamique, oui, d'Ofra, D'accord. absolument. D'accord. Et le Hamas a porté l'auteur de l'attentat au grade de martyr. Et c'est difficile de discerner exactement à quelle organisation ces terroristes sont soumis. Et ils peuvent très bien se revendiquer de plusieurs groupes. La vision nette, claire et précise qu'on a en Europe ou en Israël de l'identité unitaire de nos ennemis n'est pas forcément la même dans le monde arabe. Il peut y avoir 3 personnes qui commettent en attentat, 2 du Hamas et un sympathisant Hamas, mais affilié à l'autorité palestinienne. Ce qui est important de comprendre, c'est que Mahmoud Abbas n'a pas une politique de confrontation armée avec Israël. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'il ne nourrit pas, qu'il ne constitue pas une armée comme le faisait par exemple Yasser Arafat pour se confronter avec Israël. Lui a agi diplomatiquement, politiquement et juridiquement, notamment par des plaintes auprès des instances juridiques internationales. Ça, c'est son plan d'action. Il n'a pas d'armée, Mahmoud Abbas, donc il y a des éléments qui débordent, mais en gros, la situation entre la Judée et la Samarie et le reste d'Israël n'est pas du tout une situation de guerre ouverte, ne ressemble pas à la situation qui prévaut sur la frontière avec la Syrie ou sur celle avec le Liban. Et ça, c'est totalement différent parce que vous savez très bien que le Hamas, il ne se passe pas une journée sans que le Hamas appelle à la destruction d'Israël, à l'éradication. Ça, c'est une politique génocidaire pour laquelle le Hamas se prépare, ou le Hezbollah, qu'ils construisent des roquettes, qu'ils les stockent, et puis qu'ils cherchent jour et nuit d'autres méthodes pour parvenir justement à la confrontation avec Tsahal, ce qui n'est pas le cas de l'autorité palestinienne. Merci Stéphane Juffa pour nous avoir accordé cette interview et bon courage en tout cas pour vous à la frontière nord d'Israël et à bientôt peut-être sur les ondes de Kol Aviv. Je vous remercie et puis en plus des ondes, j'aimerais bien revenir en de ces jours faire une conférence chez vous. Voilà, que j'aime beaucoup. Eh ben pourquoi pas, on va essayer, on va y réfléchir avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup, au revoir.